Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. On continue à vous faire vivre les déclarations finales du sommet de l'OTAN. Tout de suite, on écoute Donald Trump qui prend la parole. J'ai beaucoup apprécié. J'ai également rencontré Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN, un ami à moi, un grand monsieur, et qui, ici, était le Premier ministre des Pays-Bas, et ce, avant d'être secrétaire général de l'OTAN. Merci pour votre travail. Comme vous le savez, la semaine dernière, les États-Unis ont conduit une frappe de précision massive contre le programme nucléaire iranien, contre les installations d'enrichissement d'uranium. Cette frappe a été couronnée de succès, une véritable destruction de ce programme. Aucune autre armée dans le monde n'aurait pu le faire. C'était une démonstration de la force américaine qui a ouvert la voie à la paix et à un cessez-le-feu historique lundi soir. C'est donc une guerre de 12 jours qui a eu lieu. Guerre de 12 jours, c'est, je pense, comme ça qu'on appellera ce conflit. Nous pensons que cette guerre est terminée. Je ne pense pas que l'Iran et Israël vont reprendre les hostilités. Nous avons non seulement éliminé la menace du programme nucléaire iranien, je l'ai dit à plusieurs reprises, l'Iran ne peut pas avoir d'armes nucléaires. Je l'ai dit à plusieurs reprises. Mais outre cela, nous avons également rétabli la dissuasion de l'Amérique. Et c'est ce que les pays de l'OTAN ont constaté. Nous avons de bons officiers dans l'armée américaine, une grande armée. Nous avons mis dehors les officiers qui n'étaient pas valables, nous avons gardé les bons. J'ai eu l'honneur de participer à la réunion des chefs d'État et de gouvernement de l'OTAN. J'ai également pu participer à des discussions bilatérales avec le couple royal, avec le secrétaire général de l'OTAN, avec des dirigeants de l'OTAN. Nos conversations ont tourné autour du besoin d'augmenter le fardeau financier pour les pays européens dans le cadre de la défense commune. À l'époque, 2% du PIB, maintenant 5%. Il y a un pays qui m'a dit « Monsieur, ça fait 20 ans qu'on essaie d'atteindre 3%, et puis avec vous, on atteint 5%. » Et il m'en a félicité. Donc 5% maintenant d'engagement en termes de PIB pour la défense au sein de l'OTAN. Les gens seront peut-être surpris, mais c'est comme ça. Les États-Unis représentent 2/3 des dépenses militaires de l'OTAN. C'est depuis 2017 que je m'engage pour une augmentation des dépenses de l'OTAN, et depuis, nos alliés ont augmenté leurs dépenses de défense de 700 milliards de dollars. Donc j'ai été interrompu par la présidence Biden, mais c'est un travail de pression que j'ai repris ensuite lors de mon second mandat. J'ai également accéléré les choses, donc 2%, 3% et maintenant 5%. Et j'espère que j'espère que nous irons dans ce sens très rapidement, immédiatement peut-être. Vous avez entendu les discours dans ce sens. En tout cas, ça a été vraiment un effort particulier lors de ce sommet, un jalon historique. Cette semaine, les alliés de l'OTAN ont décidé d'augmenter massivement leurs dépenses pour atteindre chacun 5% de leur PIB. Personne ne pensait que c'était possible. Et on m'a dit, mais si, vous l'avez fait. Et je crois que c'est le cas. Je crois que je l'ai fait. Cet engagement entrera dans l'histoire sous le nom d'engagement de La Haye. Plus de 1000 milliards par an supplémentaires pour notre défense commune. C'est vraiment un monument, une victoire monumentale pour les États-Unis, car nous assumions une part beaucoup trop importante du fardeau partagé. C'est également une grande victoire pour les Européens et pour la civilisation occidentale. Les administrations précédentes ont échoué à faire contribuer les alliés de l'Amérique à hauteur de 2%. Il y avait des pays qui n'y étaient même pas. La Pologne et d'autres étaient déjà au-dessus, mais beaucoup ne respectaient pas, n'étaient pas à 2%. Beaucoup de pays
ont décidé de plus que doubler leur budget de la défense. L'Europe a accepté d'assumer davantage de responsabilités dans sa défense pour éviter des situations terribles comme celle entre la Russie et l'Ukraine. Et nous espérons pouvoir y mettre fin prochainement. La semaine dernière, 7000 soldats, mais également des civils à Kiev, sont morts. Kiev, mais également d'autres villes ukrainiennes. Ce sont des pertes de vie humaines dans les villes ukrainiennes, et cela ne se serait jamais produit si j'avais été président, je l'ai dit déjà 1000 fois. D'ailleurs, lors de mon premier mandat, cette guerre n'a pas démarré. Il a été question d'achat d'équipements militaires à ce sommet, pas de bureaucratie. Cet équipement acheté sera américain, car nous avons les meilleurs équipements du monde. Vous l'avez vu avec les 14 munitions que nous avons tirées sur l'Iran. Vous l'avez vu avec nos capacités d'interception face à l'attaque iranienne. Bon, ils nous avaient prévenus, c'était gentil. Donc, les Iraniens nous ont tiré 14 missiles sur notre base au Qatar. Les 14 missiles de précision ont été interceptés. C'est un peu comme tirer sur une balle avec une autre balle et la toucher. C'est très impressionnant. Donc 14 sur 14. Et les militaires qui ont fait ça, les officiers, n'étaient pas impressionnés par leur propre travail, car ils ont l'habitude de travailler à un niveau très élevé de professionnalisme. L'enjeu avec toutes ces décisions est de renforcer nos bases industrielles de défense aux États-Unis et en Europe. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être dépendants d'adversaires pour, en particulier, les terres rares. Vous le savez, nous avons conclu un accord avec les Ukrainiens sur les terres rares. Je tiens à remercier à ce stade toutes les personnes exceptionnelles des Pays-Bas, tous les alliés pour la tenue de ce sommet. Je viens de recevoir une déclaration, une lettre d'Israël faite par des gens très sérieux sur l'énergie, qui dit que les frappes américaines ont rendu complètement inutilisables les installations d'enrichissement iraniennes. Ces frappes ont ralenti pour plusieurs années la capacité de l'Iran à développer des armes nucléaires. Et ce programme peut continuer à être empêché si on empêche l'Iran d'accéder à de quoi reprendre son programme nucléaire. Donc je remercie encore une fois nos pilotes, nos soldats pour cette victoire. Et je souhaite ici dire que CNN et tous les médias fake news ont raconté n'importe quoi sur ce point. Ils ont calomnié nos soldats. Un certain nombre de personnes ont dit que c'est absolument dévastateur. Regardez Hiroshima ou Nagasaki, par exemple. Ça a mis fin à la guerre de manière dévastatrice. C'est ce qu'on peut faire. Tiens, Dubaï, une communication de Dubaï. Donc, le ministre des Affaires étrangères iranien a déclaré que ces installations nucléaires avaient été gravement endommagées par les frappes américaines. Donc, on entend toutes ces fake news du New York Times, de CNN. Moi, j'appelle le New York Times, c'est vraiment un canard raté, un torchon. Fake news CNN, MSTNC, autant de types de journalistes terribles qui n'ont aucune crédibilité et qui racontent n'importe quoi. Leur crédibilité s'est effondrée auprès du public américain à 16%. Donc 16% de crédibilité. Et je suis très content que ce soit comme ça et je suis fier parce que c'est aussi grâce à moi. Ils ont remis en cause l'intensité de cette attaque et c'était terrible. Mais en vérité, ces attaques ont été écrasantes. On ne peut même plus rentrer dans l'installation. Toute l'installation est effondrée. C'est un véritable désastre. Et je crois que
toute l'infrastructure d'enrichissement est dessous. On ne peut pas l'évacuer. En outre, ça aurait été très dangereux pour les Iraniens de déplacer ces équipements. Et je crois que même s'ils avaient su qu'on frapperait, ils n'auraient peut-être rien pu faire. Vous savez, nous avons les meilleures munitions pénétrantes, les meilleures munitions nucléaires du monde. N'oublions pas non plus ici nos sous-marins au pluriel, et qui ont fait également un certain nombre de tirs, 30 missiles qui ont été tirés sur une des 30 tirs sur une des cibles à 500 km. Donc ils ont tiré depuis l'océan après avoir fait surface sur des cibles au sol. Nous avons tiré en tout 30 missiles et les 30 missiles ont frappé très précisément toutes les cibles, vraiment sur un mouchoir de poche. Vraiment, il y a des équipements très impressionnants, des munitions très impressionnantes. Tout le monde est 20 ans derrière nous en retard sur les technologies en termes de sous-marins. Une autre déclaration. Je tiens à reprendre une déclaration d'une... Voilà, nous avons plusieurs déclarations de différentes commissions d'études sur l'énergie, en particulier d'Israël, qui vont toutes dans le même sens sur le succès de cette opération. Je remercie ces soldats, ces patriotes qui sont capables de piloter des machines complexes en territoire ennemi, qui le font mieux que personne au monde. Territoire, d'ailleurs, bien équipé en missiles antiaériens. Cette opération a été furtive, dans l'obscurité totale, un ciel sans lune, littéralement. Et malgré tout, les frappes ont été extrêmement précises. Et nos officiers, nos pilotes ont été calomniés, cela les a blessés à cause de la presse mensongère et des fake news. Ils ont accompli leur mission dans ces magnifiques B-2, aux côtés de nos F-15, de nos F-35, et avec l'implication de 52 avions ravitailleurs. Vraiment une opération incroyable. Je remercie également le général qui a conduit cette opération. C'est d'ailleurs lui qui nous avait permis de conduire l'opération qui a écrasé l'État islamique. C'est d'ailleurs le général Dan Kane qui est le chef d'état-major des armées américaines maintenant. Bien. Une grande victoire donc pour les États-Unis, puis ce sommet qui est également une grande victoire. Il s'agit de la sécurité de l'Europe, de la sécurité du monde, avec une augmentation des budgets de 2 à 5% du PIB, en tout près de 1 000 milliards par an, donc c'est beaucoup d'argent qui sera mis sur la table par des pays qui n'en faisaient pas assez. Marco Rubio est à mes côtés, ainsi que Pete Hegseth, respectivement ministre des Affaires étrangères et ministre de la Défense ou de la Guerre, je ne sais pas. En tout cas, on se sent vraiment comme des guerriers. À l'époque, on disait ministre de la Guerre. Maintenant, ça porte un nom différent. Mais vous voyez d'ailleurs à côté de la Maison-Blanche le bâtiment sur lequel on voit encore l'inscription « Secrétariat d'État à la guerre ». Bon, après, on est devenu woke, on a changé ça. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Ça fait beaucoup. Allez-y. Je ne sais pas s'il va être aimable, je le connais bien, ce journaliste. Monsieur le Président, vous venez de dire que le conflit entre l'Iran et Israël était terminé. Pourquoi dites-vous avec certitude que c'est le cas et qu'est-ce que vous faites si ce n'est pas le cas?
Les deux pays sont fatigués, épuisés. Les batailles ont été très féroces entre ces deux pays. Et les deux pays étaient très heureux de pouvoir rentrer à la base. Est-ce que ça peut redémarrer? Peut-être, un jour. Bientôt, prochainement, je ne sais pas. Vous le savez, l'Iran a violé le cessez-le-feu et Israël a lancé une contre-frappe au début du cessez-le-feu. 52 avions ont décollé et moi je leur dis non, vous arrêtez, vous faites rentrer vos pilotes et ils l'ont fait. Et je crois que c'était une très bonne chose pour garantir ce cessez-le-feu. Cette guerre a été très dure, très violente et je crois que la guerre a pris fin lorsque nous avons frappé les différents sites nucléaires avec nos forces aériennes. Encore une fois, c'était les meilleurs du monde, vraiment des as. Un instant. Et je crois qu'il faut leur rendre hommage, puisqu'ils ont été vilipendés par les fake news, qui ont affirmé que tout ça, c'était pas très efficace. Non, ça a été très efficace. Non, je pense donc que cette guerre est terminée. Israël et l'Iran vont reprendre le cours de leurs activités. L'Iran a beaucoup de pétrole. Je ne pense pas qu'ils vont reprendre leur programme nucléaire qui est en cours depuis 20 ans. Et s'ils le font, eh bien, nous serons là. Ça ne sera pas forcément moi, mais on prendra des mesures. Ah, c'est CNN, fake news. Allez, la question. Je vous propose de rendre hommage à nos soldats. Je pense que c'est le cas, Monsieur le Président. J'ai deux questions, Monsieur le Président, pour vous. Vous venez de citer la Commission de l'énergie du renseignement israélien. Vous nous avez dit que le renseignement américain était moins certain. Est-ce que vous vous fondez principalement sur le renseignement étranger? Non, c'est aussi des informations qui viennent de l'Iran. Pete peut en parler si vous voulez. Le document dit qu'il peut s'agir de s'agir de dégradation très sévère. Et vous avez tronqué le message puisque vous n'avez mis en avant que la question, sans mettre en avant le côté sans mettre en avant que les déclarations étaient potentiellement très élevées. Bien. Allez-y. Merci, Monsieur le Président. Hier, vous avez déclaré que la Chine pouvait reprendre ses achats de pétrole iranien. Est-ce que vous levez les sanctions sur l'Iran? L'Iran vient de sortir d'une guerre. Les Iraniens se sont bien battus, ils se sont bien comportés au combat. Et je pourrais moi-même vendre du pétrole à la Chine, mais non, les Iraniens vont avoir besoin d'investir pour reconstruire leur pays. Alors on a envie que ça se produise. Qu'ils vendent leur pétrole. Qu'ils vendent leur pétrole. On aurait pu, certes, se saisir de ce qu'ils ont, mais c'est à eux, comme on avait fait avec l'Irak. La Chine peut choisir à qui elle achète son pétrole, à nous ou à d'autres acteurs. Il faut que l'Iran se reconstruise. L'Iran a besoin d'argent. Allez. Vraiment de mieux en mieux avec les fake news. Monsieur le Président, le secrétaire général Rutte a décrit le président Poutine comme un adversaire, une menace, un ennemi. Est-ce que vous êtes d'accord? En outre, vous avez parlé du général Kane, votre chef d'état-major, le chef d'état-major des armées. Il a déclaré que le président Poutine avait des ambitions territoriales au-delà de l'Ukraine. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est possible. En tout cas, je vais vous dire une chose. Il a envie de sortir de cette guerre. C'est le chaos pour lui. Il m'a appelé, il m'a dit « Est-ce que je peux vous aider sur l'Iran ?» Je lui ai dit « Non, il faut que vous m'aidiez sur l'Ukraine. » Il y a quelques semaines, on a réglé le conflit entre l'Inde et le Pakistan.
Kosovo, Serbie, pareil, le Congo, être à l'ordre du jour, le Rwanda. Le Rwanda est entré au Congo, terrible, une guerre à la machette, avec des mutilations terribles. Et on y a mis fin aussi. Personne n'a jamais fait quelque chose une chose de cette nature. Bien, le président Poutine est une personne, je crois, qui a été induit en erreur. Et je pense qu'on va résoudre cette guerre, on va réussir. On a déjà mis fin à 4 guerres depuis que je suis là. Et il m'a dit, je vous aide sur l'Iran. Je lui ai dit, non, occupez-vous de m'aider à résoudre la crise ukrainienne. Merci, Monsieur le Président. Vous avez dit clairement quels avaient été les effets des frappes. Quelles sont les prochaines étapes avec l'Iran? Savez-vous si l'Iran a réussi à évacuer de l'uranium enrichi, Non. Non, et en plus, c'est très difficile à déplacer et c'est très dangereux. On dit que c'est de la poussière, mais pas du tout. Même si c'est comme ça que les spécialistes appellent ces matériaux, ça n'est pas de la poussière, c'est très lourd. Non, tout ça était dans les installations, peut-être 30 ou 40 étages sous la montagne, et nous avons effondré toute l'installation. Est-ce que vous allez reprendre les négociations avec l'Iran, Monsieur le Président? C'est à Marco que la question s'adresse, mais je vais vous dire la chose suivante. Regardez, les Iraniens se sont battus, ils se sont bien comportés, la guerre est terminée. On pourrait dire, vous ne ferez plus jamais d'armes nucléaires, mais je crois que de toute façon, ils n'en auront plus. Peut-être que ça reviendra à l'avenir, mais j'ai demandé à Marco, je lui ai dit, est-ce que tu veux que les Iraniens signent un accord? Très personnellement, je pense que ça n'est pas nécessaire. Vas-y, Marco. Le président Trump a montré qu'il était disposé à parler à tous ceux qui souhaitent aller dans le sens de la paix. Je ne sais pas si aucun autre président a déjà agi autant dans ce sens. Nous voulons la paix avec et pour tous les pays du monde. Nous voulons non seulement que l'Iran aille dans le sens de la paix, mais également qu'il négocie directement avec les États-Unis et pas via des pays tiers. Directement. Dans l'histoire moderne, aucun autre président ne s'est engagé autant pour la paix que le président Trump. Je vais vous dire une bonne chose. On va parler aux Iraniens la semaine prochaine. On peut signer un accord avec eux, peut-être. Moi, je pense que ça n'est pas nécessaire. Il y a eu cette guerre. Chacun retourne ensuite à ses activités. Moi, ça m'est égal d'avoir un accord ou pas. La seule chose qu'on demande, c'est ce qu'on demandait déjà auparavant. Pas de nucléaire. Point. De toute façon, on a tout cassé. C'est détruit. Je l'ai dit, l'Iran n'aura pas d'armes nucléaires. Voilà, et on a tout détruit. Bon, on va les rencontrer quoi qu'il en soit. La télé néerlandaise, merci de nous rendre visite, Monsieur le Président. Comment avez-vous dormi l'année dernière? Très bien. Non, plus sérieusement, vous venez de rencontrer le président Zelensky. Est-ce que vous avez parlé d'un cessez-le-feu dans le conflit russo-ukrainien? Bon, on a été un peu fâchés, mais ça va mieux. La rencontre s'est très bien passée, j'ai envie que cette guerre s'arrête, je le souhaite. La rencontre s'est très bien passée, mais la conclusion que j'en tire, c'est qu'il veut mettre fin à la guerre, et je veux que cette guerre s'arrête. Il faut que j'en parle à Vladimir Poutine. Les Ukrainiens sont un peuple très courageux, les soldats ukrainiens sont vaillants. La semaine dernière, je vous l'ai dit, presque 7000 soldats russes, ukrainiens ont été tués en une semaine. C'est dingue. C'est fou. Donc je vais en parler à Poutine. J'ai eu une très bonne rencontre avec le président Zelensky. Nous avons eu beaucoup de rencontres utiles pendant ce sommet. Le président Zelensky mène une guerre, mais cette guerre avec beaucoup de courage. Cette guerre est dure. Allez-y, madame.
Merci, Monsieur le Président de la presse finlandaise. Monsieur le Président, vous avez joué au golf avec le président finlandais Alexander Stubb. Quelle est la place de la Finlande dans l'Alliance? Quelle est votre relation avec le président Stubb? Il joue très bien au golf. Je pense qu'il a été dans une très bonne université dans le sud. Il joue au golf à l'université, je me rappelle. Et vous savez que la Finlande a besoin de brise-glace, de bâtiments brise-glace, et je lui ai fait une offre. Pardon. Les États-Unis ont besoin de navires brise-glace et la Finlande peut nous en fournir. Je lui ai fait une offre. Vous savez que les Finlandais sont les rois en construction navale, des brise-glaces, des bâtiments de très bonne qualité. On aimerait en acquérir, donc on a négocié pour 15 navires brise-glace. Il y en a un déjà qui est disponible, mais il est ancien. Donc quoi, 5-6 ans. Et on va essayer d'en acheter. Je fais que ça de ma vie. Je vais tenter de trouver un bon accord. Presse néerlandaise. Sur l'article 5, Monsieur le Président, vous avez parlé de l'engagement des États-Unis vis-à-vis de l'article 5. Vous avez dit, je vous donnerai la définition pour moi de l'article 5 au sommet, donc je vous la demande. Qu'est-ce qui se passe de la part des États-Unis si un certain nombre de pays ne respectent pas les obligations en termes de PIB? Deuxième point sur l'Iran. Quels renseignements, sur quoi vous fondez-vous en renseignements? Vous fondez-vous pour affirmer que tout a été détruit? Il y a beaucoup d'éléments d'information, tout est détruit. Je suis tout à fait certain que c'est le cas. Il y a de nombreux rapports de renseignements qui vont dans ce sens-là. Et même les gens qui se rendent sur place disent la même chose. Et je pense que tout ça va être de plus en plus confirmé au fur et à mesure. Encore une fois, il faut en féliciter les pilotes. Quant à l'article 5, pour prendre votre deuxième question, en venant ici, je savais que c'était quelque chose que je devais faire, participer à ce sommet. Et j'ai regardé tous les dirigeants se lever, parler, prendre des positions de protection, de défense de leur pays. Et ils ont besoin pour se défendre des États-Unis. Et sans les États-Unis, tout cela n'est pas possible. Vous pouvez demander à Marc ou à tous les participants. Tous ces discours ont été très touchants, très respectueux envers les États-Unis. Le roi d'Arabie Saoudite, vous savez, quand je m'y suis rendu, j'ai été au Moyen-Orient il y a peu, j'étais également au Qatar, donc on ne m'a pas tiré dessus. Quand j'y étais pour des raisons de développement économique. J'ai également été aux Émirats Arabes Unis et nous avons eu des engagements d'investissement aux États-Unis à hauteur de 4100 milliards de dollars. Il m'a dit, tous ces dirigeants m'ont dit, il y a un an, votre pays était à l'agonie, maintenant c'est terminé. Votre pays est en pleine renaissance. À l'époque, m'ont-ils dit, tout le monde rentrait chez vous, la frontière était une passoire, le pays s'effondrait. Et aujourd'hui, c'est le pays le plus brillant du monde. Donc nous étions tous assis ensemble autour de cette table avec tous ces dirigeants, beaucoup d'ailleurs que je connaissais déjà de mon premier mandat. Et j'ai entendu toute cette passion pour leur pays. Tout ça d'ailleurs était public. Presque tout le monde a déclaré « Seigneur, merci pour les États-Unis ». Voilà. Donc c'est ce qu'on entend à différents endroits. Merci pour les États-Unis. Et ça ne marcherait pas sans nous, à l'OTAN ou ailleurs. Et je quitterai ce sommet en sachant que tous ces dirigeants aiment leur pays
qu'ils veulent les protéger et nous allons les aider à le faire. Allez, encore une ou deux questions. Allons-y. Merci, Monsieur le Président. Presse espagnole. Ah, l'Espagne, super, super ce qu'ils ont fait, super, vraiment. Le seul pays qui ne veut pas payer les 5% et qui veut rester à 2%. L'économie pourtant est en très bon état et cette économie pourrait être déstabilisée s'il se passait quelque chose de négatif. Vous êtes espagnol, félicitations, vous êtes le seul pays qui ne paye pas. Je ne sais pas quel est votre problème. Je pense que c'est très dommage. Et vous savez quoi? On va négocier un accord commercial avec l'Espagne et on va les faire payer 2 fois plus que les autres. J'aime beaucoup l'Espagne. Je connais beaucoup d'Espagnols géniaux, un très bel endroit. Mais l'Espagne, de tous les pays membres, c'est le seul pays qui a refusé de payer. Donc, il va falloir qu'une manière ou d'une autre, on se rembourse pour éviter cette injustice. Allez-y, monsieur, le grand au fond. Monsieur le Président, télévision autrichienne, vous avez déclaré que vous mettriez fin à la guerre Russie-Ukraine en 24 heures. C'était ironique, bien sûr. Cela fait 4 mois, 5 jours que vous êtes en poste. Pourquoi n'avez-vous pas été en mesure de le faire? Parce que c'est plus difficile que ce que les gens peuvent imaginer. Vladimir Poutine a été plus difficile, plus dur. J'ai également eu des difficultés avec Zelensky, j'imagine que vous en avez entendu parler. Ça a été plus difficile qu'avec d'autres guerres. Nous venons de mettre fin à une guerre en 12 jours, alors que cette guerre durait depuis 30 ans. Nous avons mis fin à la guerre entre le Rwanda et le Congo. Et je crois qu'ils viendront à la Maison-Blanche pour signer les documents vendredi. La Serbie, le Kosovo aussi. Nous avons aplani les choses. L'Inde et le Pakistan. Et il ne s'agit pas ici de pays qui peuvent avoir des armes nucléaires, comme au Moyen-Orient. Il s'agit de pays qui sont... Il s'agit de pays qui sont déjà nucléarisés. Et j'ai mis fin à ce conflit avec une série de coups de téléphone sur le commerce, je leur ai dit. Si vous battez, si ça dégénère, vous vous souvenez du cours que prenaient les choses. Eh bien, si vous continuez à vous affronter, pas d'accords commerciaux avec nous. Donc, pas d'accord, pas de commerce avec nous. Et il y a eu un général pakistanais dans mon bureau la semaine dernière. Et à côté de ça, j'ai parlé au Premier ministre indien, M. Modi, et je leur ai dit, si vous continuez à vous battre, pas d'accord commercial, mettez fin tout de suite à cette guerre qui peut devenir une guerre nucléaire. Allez-y, Jeff. Monsieur le Président, sur l'Ukraine, les États-Unis vont-ils continuer à contribuer à la défense de l'Ukraine? Vous venez de remposer M. Wilders, chef de l'opposition aux Pays-Bas. Est-ce que vous avez été irrité par ses déclarations anti-islam? Non, je ne suis pas irrité, ce sont ses visions. Il n'est pas heureux de la façon dont les choses se déroulent dans ce pays et dans d'autres pays. C'est un chef de l'opposition. Moi, on m'a demandé de le rencontrer. J'ai accepté, je ne le connaissais pas. En tout cas, c'est quelqu'un qui s'oppose à ceux qui sont au pouvoir actuellement. Et je me suis dit, si je rencontre le Premier ministre des Pays-Bas, il faut que je rencontre également son opposition. Peut-être qu'on devrait le faire aux États-Unis? Non, je plaisante. En tout cas, sur le financement à la défense ukrainienne, on verra. On verra. Il faut que Vladimir Poutine mette fin à cette guerre. Cette guerre dure depuis trop longtemps. Allez-y, madame. La presse ukrainienne. D'où venez-vous, madame? D'Ukraine.
Les États-Unis sont-ils prêts à vendre des missiles antiaériens Patriot à l'Ukraine? La Russie bombarde fortement l'Ukraine. Est-ce que vous vivez en Ukraine? Mon mari vit en Ukraine. Je vois que ça vous touche. Moi, avec les enfants, j'habite à Oslo. Est-ce que votre mari est un soldat? Oui, il est soldat. C'est difficile. Et vous vivez ici? À Oslo. Et vous êtes journaliste, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Je vais vous dire une chose. On veut effectivement nous acheter des missiles antimissiles, comme les Patriots. On va voir si on va pouvoir en fournir. Nous aussi, on en a besoin. On en a donné beaucoup aux Israéliens. Super efficace, 100% de réussite. Et comme vous le savez, vous en avez besoin plus que jamais. C'est une très bonne question. Et je vous souhaite le meilleur dans mes jeux. Je vois que ça vous touche. Saluez votre mari de ma part. Merci, Monsieur le Président. D'où venez-vous? Bloomberg. C'est bien. Vous avez critiqué la Fed avant. Ouais, je pense qu'ils sont vraiment terribles. Est-ce que vous pensez à remplacer le président de la Fed? Ouais, je pense qu'il va falloir que le président de la Fed soit remplacé. J'ai déjà 3 ou 4 idées pour le remplacement. Nous avons une inflation très élevée, une dette qui explose, mais nous avons des usines qui sont en cours de construction sur notre sol, des milliers de milliards d'investissements qui arrivent, en particulier des pays du Golfe. C'est unique dans l'histoire de notre pays. Biden, de manière idiote, a détérioré la situation économique. Et à cause de lui, à cause du président de la Fed, il va falloir rembourser pendant des années ce qu'il a permis que Biden fasse. Moi, j'ai dit, OK, augmentez les taux vis-à-vis de l'inflation. Faites-le. Mais plus les taux sont élevés, plus les intérêts de la dette augmentent. Donc, on va peut-être finir par payer 2 ou 3 points de pourcentage supplémentaire. Si c'est 2 points, si c'est 2 points de base, ça fait 900 milliards de plus par an. C'est vraiment terrible ce qu'il fait, le président de la Fed, avec un QI très bas, je tiens à le dire. Donc, au lieu de payer 900 milliards de dollars supplémentaires, on va faire autre chose parce qu'on n'a pas envie. Tout ça pourquoi? Parce qu'il n'a pas envie de baisser les taux. S'il y a de l'inflation dans 2, 3, 4 ans, vous augmenterez les taux. C'est votre rôle que de vous occuper de l'inflation. Mais j'imagine qu'il est beaucoup trop politisé pour prendre ce type de décision. Je pense que c'est un crétin. Allez-y. She looks so happy and everything. Thank you. That's who I I'm picked from her. Spain too. I'm Ana Buc from La Vanguardia. I wanted to know if You're where from? Spain. Journaliste espagnol, presse espagnole. That's the Spain corner right there. C'est les Espagnols là-bas, là. Voilà. Voilà. Allez-y. J'aime beaucoup l'Espagne, vous savez. C'est un peu dommage qu'ils ne payent pas. Est-ce que vous allez négocier directement avec l'Espagne? Je vais négocier directement avec l'Espagne. Je vais le faire moi-même. Et ils vont payer. Et ils vont payer davantage. Vous en faites pas. Vous êtes journaliste, madame? Voilà, vous allez rentrer et vous allez dire à votre pays que, comme tous les autres pays, il faudra payer 5%. L'Espagne ne peut pas être le seul pays. C'est eux qui ont été les plus hostiles et bon, je ne comprends pas. Allez, allons-y.
Mr. President, you talked Monsieur le about Président, expecting some on-the-ground assessments vous avez dit at que Fordo vous and other attendiez highlights. un Is certain that nombre Italy, d'évaluations and US? supplémentaires, It's been obliterated, Kelly. It's been d'évaluations What is your supplémentaires message sur then, ce sir, qui s'est to passé the à Fordo. Tout a intelligence été community détruit. when they present reports? You're not disputing the DIA report. You're just Vous savez que vous avez entendu parler du rapport de la DIA, hein, qui dit que tout n'a pas été détruit. Vous ne remettez pas ça en question. Ce rapport... Attendez. Ils n'ont rien vu. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est estimer les choses à la DIA. Vous regardez les images avec les colonnes de fumée qui montent de la montagne. Tout est noir parce que nous avons pénétré la montagne. Tout est en feu. Quant à ce que vous évoquez avec ce rapport de renseignement qui met la destruction en doute, je crois que ce n'est pas convaincant. Regardez les dates. Regardez les dates. Le rapport que vous évoquez a été publié quelques jours après, il manque de précision. Est-ce que vous avez un message pour les services de renseignement, Monsieur le Président? Non, je n'ai pas de message à leur donner. Je leur dis simplement, publiez les rapports quand vous êtes sûr. Ne dites pas, cela pourrait être grave. Soyez certain de ce que vous affirmez, de telle sorte qu'on n'arrive pas à une situation où les gens comme vous choisissent l'information et la tronquent. Donc le message c'est attendez avant de publier les choses. Attendez. Bonjour, Monsieur le Secrétaire. Quand le président parle de fake news, c'est justifié. Les pilotes, les avions ravitailleurs, les chasseurs, les intercepteurs, tout le monde a agi avec beaucoup de courage au nom du peuple américain et pour les citoyens du monde avec le but d'éliminer le programme nucléaire iranien. Et puis, en réponse, l'instinct de CNN et de New York Times, c'est de trouver un moyen de tourner les choses pour des raisons politiques pour nuire au président Trump et à notre pays. Ils se fichent de ce que notre armée pense, de ce que le monde pense. Ils tentent simplement d'instrumentaliser les choses sur la base d'une fuite pour nuire au président, de manière politisée. Est-ce que les fake news, est-ce qu'ils montrent toute l'information ou seulement des informations tronquées? Ils se basent sur un rapport préliminaire qui est une évaluation préliminaire. Vous savez ce que ça voulait dire? Ça veut dire qu'on n'est pas sûr. Parce que toutes les preuves concernant tout ce qui a été... Parce que les preuves sont toutes sous terre, tout a été détruit. Nous avons frappé avec 12 bombes massives pénétrantes. Donc si vous voulez des preuves, il va vous falloir une grosse pelle et creuser vraiment profond, puisque c'est là que se trouve le programme nucléaire iranien, complètement enfoui. Et puis on entend parler de ces fuites, peut-être que quoi? Moi je peux vous dire une chose, ceux qui ont tiré les bombes savent exactement ce qu'ils ont fait, savent que tout a été précis, et vous savez qui d'autre sait ce qui s'est passé? L'Iran. Et c'est pourquoi les Iraniens ont décidé de jeter l'éponge, parce que leur programme nucléaire a été renvoyé à la case départ grâce au courage du chef des armées, malgré ce que disent les fake news. Mais vous ne contestez pas ce que dit le rapport. Écoutez, c'est un rapport préliminaire. Ils auraient dû attendre d'avoir davantage d'informations. Et je crois que Pete l'a dit mieux que quiconque. Je crois qu'il faut être fier. Vous, madame, vous-même, vous devriez être fier des pilotes. Vous ne devriez pas remettre en cause ce qu'ils ont fait. Ces pilotes ont pris beaucoup de risques. Il y avait des chances importantes qu'ils ne reviennent jamais, qu'ils ne rentrent jamais à la base. Vous, NBC, toutes les fake news, et CNN, le New York Times, vous êtes tous malades, vous êtes tous dérangés, mais vous devriez rendre hommage à nos soldats plutôt que tenter de les calomnier. En vous en prenant à moi, vous vous en prenez aussi à nos soldats. Et je sais que ça les touche. Vous savez, j'ai eu un appel du Missouri, un État que j'ai remporté aux dernières élections, et au Missouri, donc la base d'où sont partis les avions, là on m'a dit que tous les pilotes étaient absolument certains
d'avoir rempli leurs objectifs. Et tout le monde était... Tous les officiers, tous les soldats impliqués ont été très touchés parce qu'ils ont vraiment été touchés par les commentaires que vous faites. Ces commentaires faits par des vermines. Vous devriez leur rendre hommage, car ce sont des héros, des héroïnes, hommes et femmes, vraiment à terre lorsqu'ils ont entendu parler de ces fake news. Et ils m'ont dit, Monsieur le Président, on a frappé tous nos objectifs, on a tout atteint, on a tout détruit. Et ils ne comprennent pas les fake news, nos soldats. Vous savez, parce qu'ils n'ont pas le temps de se confronter à la politique politicienne telle que vous la faites. Vous devriez les féliciter car ce sont des héros. White jacket, yeah. Go ahead, give my mic. Hello. Deborah Haynes from Sky News. Good. Mark Rutte, the NATO Le chief, secrétaire général de l'OTAN, Mark he Rutte, called you daddy. et votre ami, il vous a appelé papa. Do you regard your Est-ce que vous NATO considérez que allies vos alliés de as l'OTAN kind of sont children? vos enfants? Mais non, c'est parce qu'ils m'aiment bien. C'est pour ça. Vous savez, Non, je crois qu'il m'appelait papa avec beaucoup d'affection. Est-ce que vous pensez que vos alliés de l'OTAN sont des enfants et vous attendez qu'ils vous écoutent et qu'ils se mettent à... Et vous attendez qu'ils se mettent à dépenser plus? Je crois qu'ils ont besoin d'aide. Je crois qu'ils auront besoin d'aide pour se défendre au début et je pense qu'ils se rappelleront de cette journée. Ça a été une grande journée pour l'OTAN. L'une des personnes présentes m'a dit, vous savez, ça fait 30 ans qu'on tente d'augmenter ce chiffre, depuis le début en fait. Et ça fait longtemps qu'il travaille là. Et on m'a dit, jusqu'à ce que vous arriviez, il ne se passait rien. Et puis vous êtes arrivé et puis tout a changé. Donc ça a été une très belle journée pour beaucoup de raisons, mais surtout celle-là. Est-ce que vous pensez que ça peut continuer après vous? Demandez à Marc. Bien, nous allons rentrer. Je tiens à remercier les deux ministres présents derrière moi qui ont fait un travail exceptionnel, un travail fantastique. Susie Wiles, ma chef de cabinet, assise devant moi. Je tiens à la remercier aussi. Nous allons rentrer et nous vous reverrons à Washington. Je le répète, nous sommes le pays le plus brillant du monde actuellement. Merci.